Bonjour à toutes et à tous. 5 fois la France dans les nouvelles vagues. Cette semaine, comme chaque mercredi, nous envisageons notre thème au filtre des enjeux numériques et de réseau. Aujourd'hui, réinfosphère, mouvance identitaire sur Internet, définition, idéologie et stratégie médiatique. C'est parti. C'est le troisième moment de cette semaine thématique autour de la France. 2 majuscules et une définition dont les 3 jeunes étudiantes de 20 ans qui étaient nos invités hier pour parler de l'héritage révolutionnaire s'accordaient à dire qu'elle n'était pas facile à donner cette définition, à fixer, à sentir, surtout en ce moment. Une idée de la France, on la retrouve dans le bandeau du site fdesouche.com à minima, à travers le coq rouge choisi pour emblème et au fil des articles relayés, mais aussi sur le site Égalité et Réconciliation reprenant le bleu, blanc, rouge du drapeau. fdesouche.com est considéré comme la figure de proue numérique d'une blogosphère s'auto-définissant comme réinfosphère, qui regroupe entre autres des partisans d'Alain Soral, de Dieudonné, des sites catholiques traditionnalistes, des sites identitaires, une réinfosphère, car il se retrouve presque davantage sur une critique du système médiatique que sur une idéologie nationaliste homogène. David Doucet, vous travaillez depuis plusieurs années sur, pour le dire grossièrement, mais en même temps assez généralement, le parti du Front National. Vous avez publié avec Dominique Albertini Histoire du Front National, c'était aux éditions Taillandier, et vous préparez un ouvrage sur la blogosphère dont il sera question aujourd'hui. Cette fois, ce sera toujours avec Dominique Albertini, mais aux éditions Flammarion. Bonjour et merci d'être là. Alors on a choisi ce thème La France qu'on déroule sur 5 entrées pluridisciplinaires de lundi jusqu'à vendredi avant de rentrer dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir cette blogosphère. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces 2 mots-là, La France, aujourd'hui ? Énormément d'histoire, mais effectivement aujourd'hui on est dans une phase de tension. Alors je ne sais pas si c'est un phénomène cyclique, mais c'est vrai que là on voit une montée du communautarisme, des tensions et même un renouvellement de l'antisémitisme qu'on croyait derrière nous après la Seconde Guerre mondiale et qui finalement ressurgit. Et c'est vrai que les attentats qu'on a vécus en 2015 nous ont frappé de plein fouet et nous ont montré aussi que la mort aussi pouvait être à nos portes. C'était un sentiment de peur qu'on avait un peu oublié. Nous, on avait publié dans les Inrocks un texte de Robert McLiam Wilson qui expliquait que lui, lorsqu'il habitait en Irlande, il avait connu justement ce terrorisme à sa porte et qu'on allait finalement nous-mêmes, Français, s'y habituer. Mais on a du mal à s'habituer à ce sentiment, on a du mal à s'habituer aussi à ces tensions qui ressurgissent et qui nous font peur. Vous avez précisé les Inrocks parce que vous êtes aussi journaliste pour le journal Les Inrecuptibles. Est-ce que ce sujet-là, la France, ou cet angle-là, vous l'avez trouvé récurrent ces dernières semaines ou ces dernières années dans le journal ? Dans le journal, je sais pas, mais on essaye, nous, de mettre en avant des talents, de jeunes talents émergents, plus dans le domaine de la culture ou même de l'actualité. Après, on a essayé, oui, de raconter cette France un peu en morceaux, à travers des reportages tout au long de l'année, lorsqu'on a vu les différentes échéances électorales avec les européennes. On a vu pour la première fois le Front National arriver en tête, c'était quand même un événement. Mais depuis le débat sur l'identité nationale avec Sarkozy, on voit que le thème de l'identité ressurgit. Et c'est vrai qu'en amont, quelques années avant, il apparaissait déjà sur tous ces sites d'extrême droite ou de droite plus conservatrices que les autres. Lundi, on avait à notre micro, entre autres, le duo de DJ qui s'appelle Toukadim qui revisite toute une histoire des vinyles maghrébins et dont Bachir, l'un des membres, disait que ça le questionnera finalement toute sa vie d'être français, mais espérait-il au même titre que chacun d'entre nous. Est-ce que c'est une question que vous vous posez, vous, ce que ça veut dire que d'être français ? Oui, forcément. Moi, j'ai une famille qui est d'origine italienne et puis on n'a pas connu forcément de difficultés à s'adapter, même si dans les années 20, il y a eu des émeutes anti-italiennes à Aigues-Mortes. Mais bon, nous, on a réussi à s'adapter au fur et à mesure. Je pense que la société française, malgré tout, reste méritocratique. Après, tout le monde n'a pas les mêmes parcours de mobilité sociale, mais elle offre cette chance-là. Et donc, moi, je me sens attaché à la France, qui m'a tout donné. Et puis, je pense que aux Inrocks, on voit pas mal de jeunes journalistes qui viennent aussi de banlieue et qui ont cette chance aujourd'hui, même s'ils viennent de milieux plus défavorisés au départ, de parvenir justement à s'exprimer et puis à pouvoir justement atteindre leur pleine vocation, enfin la vocation qu'ils avaient définie lorsqu'ils étaient plus jeunes.
On va parler donc de cette blogosphère qu'on définira peut-être un peu plus précisément dans quelques instants, de réinformation, blogosphère de mouvance identitaire. Si les articles sont nombreux à faire référence à ces différents sites-là, à ces différentes blogosphères, il nous a semblé que la production de pensée intellectuelle, la recherche universitaire n'était pas massive. Est-ce que c'est une erreur de recherche de notre part ou est-ce que ça reflète une certaine réalité ? Oui, c'est la réalité. C'est ce qui nous a motivé avec Dominique Albertini, donc, qui est journaliste à Libération, à faire ce livre. C'est qu'effectivement, il y a une production qui est assez vaste concernant l'extrême droite et les droites radicales en France, avec d'éminents chercheurs comme Nicolas Lebourg, Jean-Yves Camus, on pourrait en citer beaucoup. Mais c'est vrai que ce qui concerne Internet, que ce soit en France ou même à l'étranger, c'est encore un domaine pas tout à fait défriché. Et donc c'est ce qui nous a donné envie, nous, plutôt jeunes journalistes, parce qu'on a encore moins de 30 ans. Donc moi j'en ai 31, mais Dominique en a moins de 30 ans. Donc en s'additionnant, ça fait voilà, ça va. Et ça nous a donné envie d'aller sur ce terrain et puis de rencontrer les personnes qui sont derrière ces sites, de comprendre leur motivation, qu'est-ce qui avait fait qu'un jour elles se sont mis derrière un écran et elles ont eu envie de créer leur propre média alternatif. Et quel est leur impact au sein de la société, quelle est leur influence dans les quartiers populaires ou dans d'autres quartiers, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec de très faibles moyens finalement, ils arrivent à avoir une audience qui est considérable. Parce qu'un site comme Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, il fait plus de visites qu'un site comme Rue 89. Un site comme F de Souche, il fait quasiment autant de visites qu'un site comme Les Arocs. Ce qui prouve que malgré très peu de moyens et souvent du bénévolat, ils arrivent à avoir une audience considérable, c'est-à-dire qu'ils répondent aussi à des attentes. Comment vous expliquez que ce sont des sites qui sont peu étudiés, c'est-à-dire que tout de même, ce qui se passe sur Internet commence, bien sûr, à générer des études universitaires. Ce qui se passe du point de vue de l'extrême droite en politique et des idéologies génère aussi des études universitaires. Comment ça se fait que peut-être la rencontre des deux a du mal à générer des recherches universitaires ou des analyses un peu approfondies ? Je pense parce que c'est un objet neuf. Moi, j'avais fait un mémoire d'histoire sur la télévision, sur une série télévisée allemande qui s'appelait Heimat d'Edgar Reitz. Et à l'époque, déjà, on disait étudier la télévision comme un objet historique, c'est étonnant. Il n'y avait pas énormément de recherche. Et là, c'est pareil pour Internet, c'est un objet assez neuf. Et on voit bien qu'il y a une part de distanciation parce que c'est peut-être pas des générations qui ont eu les mains dans le clavier tout de suite. Et donc, du coup, il y a une nouvelle génération qui émerge et qui s'empare du sujet. Il y a un jeune chercheur qui s'appelle Julien Boyadjian qui a commencé à travailler sur les outils sur Internet, comment le Front National utilise les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Mais c'est vrai qu'il y a encore une production qui a à écrire. J'espère que notre livre y répondra en partie. En tant qu'identitaire, nous défendons 3 niveaux d'identité. Nous ne défendons pas simplement l'identité nationale. Nous défendons à la fois l'identité charnelle, donc l'identité des régions, du terroir, l'identité française, historique, mais aussi l'identité européenne, civilisationnelle. Être identitaire, ça ne renvoie pas à un dogme, ça ne renvoie pas à une idéologie. Être identitaire, ça renvoie à un principe qui s'appuie sur du charnel, sur du vécu, sur ce qu'on est tout simplement. Vous savez, l'engagement identitaire naît de l'idée que nous sommes le fruit d'un lignage, le maillon d'une chaîne. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons en partie à nos ancêtres. Et c'est à nous aujourd'hui de transmettre cet héritage à notre descendance. Arnaud Gouillon, ici au micro de Frédéric Lavignette, c'est un documentaire qui est diffusé sur France Culture en novembre 2011, qui traitait notamment du bloc identitaire avec cette figure. Il y a une tentative d'autodéfinition, pas forcément claire, on l'entend d'ailleurs à ce micro-là, de la mouvance identitaire. Est-ce que vous diriez que c'est un terme qui est suffisamment large et précis pour qualifier la blogosphère dont on parle aujourd'hui ? Non, parce que en fait, c'est la blogosphère d'extrême droite et de droite conservatrice, elle est un peu à l'image de ce qu'est l'extrême droite depuis ses débuts. C'est-à-dire que quand Jean-Marie Le Pen cofonde le Front National en 1972, c'est un amas, une kyrielle de chapelles où on retrouve les royalistes, les anciens de l'Algérie française, les poujadistes, la liste est assez longue. En fait, et puis bon, les solidaristes, je vous épargne la liste, mais en fait, c'est de la même manière,
blogosphere. La blogosphère d'extrême droite regroupe une tendance identitaire qui est assez fortement représentée, avec notamment le blog F de Souche, et puis le blog identitaire a lui-même son site internet qui s'appelle Novopresse, et qui se définit comme une agence de presse, d'ailleurs, en bandeau. Mais il y a d'autres familles politiques qui sont très fortement implantées. Je pense notamment à la famille catholique traditionnaliste, avec un site qui s'appelle Le Salon Beige, et qui, au moment de la Manif pour tous, a servi de véritable plateforme de mobilisation. C'est-à-dire que les rendez-vous étaient fixés sur le site, et ça permettait en fait une aide logistique pour que les manifestants se retrouvent. Il y a eu d'autres sites comme effectivement Égalité Réconciliation ou le site de Dieudonné qui ont une très forte influence et eux qu'on pourrait qualifier d'antisionistes radicaux. Mais il y a 10 000 familles. Alors en fait, quand on leur pose la question qu'est-ce qui finalement, quel est votre dénominateur commun finalement, et eux, ce qu'ils répondent, c'est vous les médias, c'est vous, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas on n'a pas la voix au chapitre, et eux, ils ont une sorte d'opposition commune à la modernité libérale. Ils ont une opposition commune à ce qu'ils appellent le système, dans lequel ils rangent à la fois les élites politiques, médiatiques, et pour certains, une sorte de société secrète qui tiendrait les ficelles. Mais en fait, ils ont une opposition surtout contre les médias, et c'est cette opposition-là, et d'ailleurs souvent les médias rangent tous ces sites sous l'appellation médiatique de fachosphère. Nous, on les met dans un ensemble dans lequel, idéologiquement, finalement, ils ont assez peu de points communs. La seule opposition, c'est qu'effectivement, ils sont hors système, ce sont des médias alternatifs, et ils critiquent les médias de manière assez forte. C'est pour ça que j'ai commencé par préciser les signes apparents sur 2 sites, en tout cas parmi cette liste, qui pouvaient se référer à la France, parce que c'est le thème de notre semaine, et parce que c'est aussi notre façon d'entrer. Et en fait, c'est vrai qu'en signe premier, pour Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, il y a cette utilisation assez frappante du bleu, blanc, rouge, mais en même temps, aujourd'hui, le bleu, blanc, rouge est accroché aux fenêtres et mis sur les profils Facebook. Et puis, du côté de François de Souche ou de fdesouche.com, il y a ce coq et puis ce nom un peu qui tend vers un caractère assez identitaire. Qu'est-ce que marche plus, ma voix ne marche plus. Ah, c'était mon micro qui ne marchait plus. Quelle vision de la France ont-ils, ou quelle vision de la France véhiculent-ils selon vous ? Vous avez raison sur le fait qu'il y a effectivement un point commun, et on le voit d'ailleurs dans la manière, dans l'ergonomie de ces sites. Sur le site d'Égalité et Réconciliation, on voit une France un peu figée avec Jeanne d'Arc, le drapeau. Et de la même manière, F de Souche qui a revu un peu son site, mais à l'origine, on voyait la blondeur de Brigitte Bardot. Il y avait une image un peu dans les années 60-70. On voyait une vache, on voyait la France des villes et des villages. Et donc, ils ont une vision de la France qui est assez pas figée, mais disons une France un peu idéale. La France, c'est plus des images d'Épinal. Eux, ils ont l'impression de construire une sorte de cité idéale, en fait, de construire une sorte de contre-société où ils auraient leur propre langage. C'est-à-dire qu'ils parlent souvent pas de médias, ils parlent de mierda, ils parlent pas de journalisme mais de journalope. Bon, vous me pardonnerez les grossièretés. On a trouvé pire dans un documentaire avec ce manière. Voilà, donc et de la même manière, donc ils ont à la fois cette même hostilité au système qui se retrouve dans leur langage, et puis ils ont une vision de la France qui est une vision plus charnelle, enracinée, où il y aurait pas de discontinuité de Clovis à François Hollande, mais disons qu'ils ont cette vision d'une France eux, aussi, ils ont un attachement assez, à l'image de la race, et donc du coup, ils ont une hostilité assez ethno-différentialiste. C'est-à-dire que pour eux, la France doit forcément être blanche, elle doit pas être métissée, elle rejette le progrès libéral, et donc voilà, c'est un peu cette France-là, qui est une France un peu dans une France, je sais pas comment on pourrait la qualifier, mais un peu idéale, qu'on peut retrouver dans les ouvrages de Maurras. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous dites ils ont cette vision de la France, c'est parce que d'une part vous avez fait des entretiens avec eux, ou est-ce que c'est parce que clairement ils le revendiquent ? C'est-à-dire par exemple pour prendre fdesouche.com, puisqu'ils ne font que relayer des articles qui sont publiés dans d'autres journaux, et on ne peut pas lire de leur plume qu'ils tiennent et soutiennent cette vision de la France que vous décrivez là, si ?
Non, parce que f2souche.com, c'est un modèle un peu particulier parce qu'effectivement, ils produisent ils produisent pas de contenu, mais eux, ils agrègent des articles, sont un triptyque de sujets qui est immigration, islam, insécurité, afin de forcer le trait, de montrer qu'il y a véritablement un péril immigrationniste en France et que la France qu'ont connue leurs parents ou leurs grands-parents est en train de disparaître sous leurs pieds. Et ça, ils le disent en entretien. Et alors ça, par exemple, Pierre Sautarel, qui est le fondateur du site F2Souche, il me raconte, pas son basculement, parce que ça serait trop fort, mais sa prise de conscience en me disant, voilà, moi, dans ma jeunesse, j'allais chez ma grand-mère en Bourgogne, et c'est une France vraiment idéalisée, parce que, il me disait, voilà, c'était un village où on se perpétuait l'héritage par la parole, on se perpétuait même le savoir-faire, donc c'était le savoir-faire artisanal qui était transmis de génération en génération. C'était un village où il n'y avait aucune immigration, et aujourd'hui, quand j'y retourne, je suis frappé de voir à quel point ça n'a plus rien à voir. Et il a l'impression d'une dilution de son identité, d'une dilution de son héritage, et c'est ça qui le fait souffrir et qui a motivé son engagement. Et la menace de cet héritage ou de cette image d'Épinal de la France, vous diriez que c'est aussi un trait ou un point commun à cette blogosphère, ces différents sites qu'on a cités? Ce serait l'idée que c'est menacé, entre guillemets? Oui, je pense qu'effectivement, ils ont le sentiment qu'ils doivent être un rempart face à cela, face à ces menaces mondialistes. La seule exception, c'est peut-être le site Égalité Réconciliation, qui au départ, c'était une sorte de think tank qui avait été fondé par Alain Soral pour rapatrier en fait les jeunes d'origine maghrébine de banlieue au Front National, qui était c'était un pari assez osé, notamment pour l'élection présidentielle de 2007 où il a été proche du Front National. Et lui, son mot d'ordre en fait, c'est réconciliation nationale, c'est-à-dire réconcilier les beurs en gros et les Français dits de souche. Je reprends ces termes. Être le laboratoire de la France de demain. Ce qui est encore une autre vision de la France. Qui est encore une autre vision de la France, mais qui a pour hostilité principale, c'est réunir ces deux communautés face à un péril qui est le péril sioniste, que lui définit comme une entité qui tiendrait les tenants et les aboutissants de la France aujourd'hui. Pour nous, Internet est devenu un média essentiel. J'avais forgé le concept de militant 2.0. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le Web 2.0, n'importe quel internaute, n'importe quel militant peut devenir un média à part entière. Aujourd'hui, vous pouvez devenir facilement un producteur d'information, un acteur du réseau. Et si vous avez des connaissances en informatique, vous pouvez maintenant, avec un téléphone portable, un appareil photo, facilement produire de l'information, du contenu, de la vidéo et devenir un contre-pouvoir. Et ça, c'est des forces des identitaires, c'est d'avoir compris ça. Nous avons une logique, nous disons souvent que nos permanences, c'est la rue et les réseaux informatiques. Donc nous travaillons à la fois sur le terrain, près de notre peuple, bien sûr, mais à côté de ça, nous lançons nos appels à la tradition à partir du web. En fait, pour donner l'image, on pourrait dire que nous avons à la fois les pieds dans la terre et les mains dans le langage informatique. On entend ici la voix de Fabrice Robert. On s'est trompé tout à l'heure, on a parlé de Arnaud Gouillon, c'est bien Fabrice Robert, dans le même documentaire au micro de Frédéric Lavignette pour Soledoc diffusé sur France Culture. Alors il parle d'Internet comme un média essentiel et vous écrivez à plusieurs reprises dans vos articles que l'extrême droite, de manière générale et peut-être un peu plus tard cette blogosphère, a compris très vite, peut-être un peu plus vite que les autres mouvements politiques, qu'Internet était un outil essentiel. De quelle manière, avec quels moyens, selon quelle stratégie ? Fabrice Robert, c'est un ancien ingénieur informatique. Il fait d'ailleurs toujours des cours de communication et d'informatique. Donc, il a eu très vite l'idée de se mettre sur Internet pour diffuser ses idées. Mais quand on regarde l'histoire politique, il est surprenant de voir un parti comme le Front National, qu'on a tendance à épacler comme un peu vieillot, être le premier à s'inscrire, à avoir un site Internet en 96. En avril 96, 2 semaines avant les Verts, c'est-à-dire que c'est le premier parti politique à avoir débarqué sur la toile. Et avant cela, en 85, ils avaient été l'un des premiers à utiliser aussi le Minitel.
Et avant ça encore, ils avaient été l'un des premiers aussi partis politiques à utiliser l'audiotel, c'est-à-dire que vous appeliez avec votre téléphone et puis vous tombiez sur une annonce de Jean-Marie Le Pen vous récitant son programme politique. Sur le Minitel, ils faisaient quoi ? Ils avaient un site qui s'appelait 3615 Natio. Il y en a eu un autre, après je ne me rappelle plus le nom. Mais en gros, ils affichaient à la fois des programmes politiques, des résultats électoraux et on pouvait prendre aussi sa carte. Donc ça, on le raconte notamment dans le livre. Donc ça fait un petit... Mais ce qui est étonnant, c'est de voir pourquoi le Front National a toujours cherché des moyens d'utiliser Internet. Et puis, en fait, ils ont l'impression depuis le début de leur émergence politique d'être, traités de manière très défavorable. Et ce qui a été vrai, parce que quand on voit la première émission politique de Jean-Marie Le Pen, il a un traitement de choc, où il y a 10 journalistes face à lui qui l'interrogent et qui le traitent comme un marginal politique. D'aucuns diraient que ça se reproduit encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et donc, eux, ils ont toujours cherché à contourner le système médiatique avec des moyens de communication directs pour s'adresser directement au cœur de leur électorat, à leurs oreilles. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi commercialisé la VHS. C'est l'un des premiers partis politiques aussi à avoir, dans leurs meetings, distribué des VHS pour que leurs militants puissent s'approprier leur discours sans filtre médiatique. Et aujourd'hui, Internet leur permet à nouveau de contourner les médias, de contourner la télévision, de contourner la presse. Et c'est intéressant parce qu'à l'heure où on n'a jamais vu une telle défiance vis-à-vis des médias, quand on regarde les parcours d'orientation, on vous dit attention, journaliste, c'est le métier qui est le plus détesté par les Français, pas loin sans doute avec les hommes politiques. Face à cette défiance-là, eux, ils proposent un autre message qui est sans filtre. Et du coup, leur lecteur et leur lectorat s'agrandit de plus en plus et ne va plus en fait lire les principaux sites d'information ou la télévision et va se nourrir directement sur ces sites-là. D'autant plus que ce sont des sites qui sont, pour reprendre cela, alors après il faudra peut-être préciser le lien qu'ils ont directement avec le Front National ou indirectement, parce qu'il n'est pas forcément évident ni en tout cas ni manipulé ni manipulateur. D'autant plus que ces sites se présentent comme des sites d'information, c'est-à-dire que bien sûr que une partie des électeurs ou des sympathisants avec ces idées-là vont voir ces sites d'information car ils sont architecturés de cette manière-là, proposant une stratégie. Vous dites sans filtre, mais pas sans stratégie médiatique. Oui, c'est bien sûr, parce qu'ils n'ont pas le... Alors certains sites, on pourra y revenir après, jouent sur l'ambiguïté de se présenter comme de véritables sites, soit de critique des médias ou soit de véritables agences de presse. Mais la plupart des sites de cette réinfosphère selon leurs termes ou fachosphère selon les médias ne revendiquent pas le fait d'être indépendant ou neutre. Ils transmettent un message politique. Et de la même manière, Pierre Sautarel, qui est le cofondateur de F de Souche, il m'avait dit un jour si vous allez 6 mois de suite sur F de Souche, vous avez compris le message qu'on veut adresser. Voir ou lire durant 6 mois les faits divers sur il y a eu une agression à la gare du Nord, une agression à Austerlitz. À partir du moment où le message est inculqué, il a l'impression d'avoir repli son office. Ça sert à rien de retourner sur F de Souche. Leur objectif, c'est quand même un objectif idéologique, c'est de faire comprendre qu'il y a un péril immigrationniste, qu'il y a une vraie insécurité en France. Une fois qu'ils ont transmis ce message-là, le boulot est fait. Et eux, ils agissent un peu comme une forme de lobby. C'est-à-dire qu'ils essayent de forcer le Front National à aller sur leur terrain, sur leurs thèmes, plutôt que sur des thèmes qui leur semblent plus étrangers, comme celui, je ne sais pas moi, plus social, plus concernant l'euro et le souverainisme. Est-ce que c'est performant ? Oui, on le voit par exemple sur F de Souche. Après l'élection à Fréjus de David Rachlin, il avait promis au cours de sa campagne, ce maire FN, d'arrêter la construction d'une mosquée. Et finalement, il a fait pas mal d'études, de conciliabules, et puis il ne s'est pas empressé de se mettre à accomplir cette promesse de campagne. Et il avait peur de froisser notamment la communauté musulmane de Fréjus. Et puis finalement, F de Souche a fait une campagne de battage médiatique extrêmement important sur son site et puis sur les réseaux sociaux. Et finalement, David Rachlin a été obligé de faire machine arrière et de s'occuper de ce dossier. Ce qui prouve bien ils touchent leur lectorat. Ils touchent leur base militante. Et il y a un ancien militant de la cellule communication du Front National qui s'appelait Georges Moreau qui me disait « Oui, on est obligé de les écouter parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul militant Front National qui ne va pas visiter ce site.
Alors, il n'y a pas que les militants d'ailleurs, parce que Marine Le Pen, dans différentes interviews, mais pourquoi pas dans celui diffusé par leposte.fr sur YouTube, dit qu'elle visite le site f2souche.com, dit que c'est un média à part entière, que c'est un média d'information aux sources desquelles elle va, s'abreuver, et elle précise qu'elle n'a pas d'influence sur la rédaction en chef de ce site. Quelle est la relation exacte entre le Front National, d'un point de vue du parti politique, et cette blogosphère ? C'est une relation indirecte. Et c'est vrai qu'à un moment, Marine Le Pen, notamment, elle a été tentée d'avoir son propre média alternatif. Elle avait créé un site qui s'appelait Nation Presse Info, qui existe encore aujourd'hui, mais qui a un peu périclité. Et en fait, la force de ces sites, c'est qu'ils appartiennent pas justement au Front National, qu'ils ont une liberté de ton que ne pourrait pas se permettre le Front National, et donc qui embrassent un plus large public. Alors, comme je vous le disais, en fait, à partir du moment où ils agissent en termes de lobby, c'est-à-dire qu'ils inculquent l'idée d'un péril, d'un danger, ils renforcent le Front National de manière, ils confortent le message idéologique et le programme que souhaite faire passer Marine Le Pen. Alors après, il y a des bisbilles entre eux parce qu'ils ne sont pas d'accord totalement sur le programme. Et puis Marine Le Pen a mis quand même beaucoup d'eau dans son vin ces dernières années. Elle est beaucoup moins radicale que son père sur différents sujets. Mais ces sites-là essayent justement de la pousser à tenir des engagements plus durs sur l'islam, sur je sais pas moi, sur le djihadisme, sur tel ou tel sujet de société. Donc il y a un jeu un peu de... Et elle le voit quand même comme un lobby. Elle-même, quand je lui en ai parlé, elle me dit, pour moi, F2Souche, c'est un lobby. Et puis ils agissent en termes de lobby, mais je ne suis pas forcé de les écouter. Mais elle a conscience qu'ils ont une influence qui est considérable. Bénéfique pour elle ? Bénéfique ? Je pense, oui. Parce que en fait, ces gens-là... Mais dans sa conscience, quand vous dites avoir échangé avec elle sur ce sujet-là, elle voit plutôt d'un œil positif l'existence de ces sites-là ? Bien sûr, oui, parce que elle a l'impression, à tort ou à raison, que les médias lui sont globalement hostiles. Et ces sites-là, malgré tout, ils vont pas forcément relayer son message, mais ils sont dans la même vision globale. Enfin, ils ont la même vision justement de la France. Sans lui taper dessus. Oui, voilà. Alors, il arrive que des fois, par exemple, Pierre Sautarel de F2Souche critique Marine Le Pen. Mais bon, c'est un jeu de lobbying assez classique. Mais je pense que fatalement, elle est plutôt heureuse de l'existence de ces sites. Donc, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Et merci d'être au 4e Bobard d'Or. Grâce donc à votre présence et aussi à la participation de nombreux internautes, nous allons ce soir donc sélectionner parmi 11 journalistes et 11 sujets audiovisuels ou de presse, nous allons sélectionner donc les 3 meilleurs qui vont recevoir un Bobard d'or, un Bobard d'argent et un Bobard de bronze. Donc, 11 journalistes, 11 sujets ont été sélectionnés par le jury. Parmi ces 11, il y en a 5 qui ont été éliminés au travers des votes. Et donc il nous restera 5 journalistes et 5 sujets qui vous seront expliqués et pour lesquels donc nous demanderons votre vote. Et en fonction de vos votes, donc, nous pourrons récompenser nos meilleurs journalistes, les meilleurs qui, grâce à leur savoir-faire, ont instauré un système de désinformation particulièrement efficace dans notre beau pays. J'aime mon pays par Sexy Sushi et juste avant, un extrait des Bobards d'Or, une cérémonie qu'on va commenter, un extrait tiré de la plateforme internet YouTube. David Doucet, ces Bobards d'Or dépendent d'une fondation organisée par Polémia. De qui s'agit-il ? C'est Jean-Yves Le Gallou, qui est un ancien député européen FN, qui avait théorisé le concept de préférence nationale, donc était un des pontes du Front National, et puis qui a eu sa carrière politique qui s'est brutalement interrompue après la scission entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret dans les années 90, à la fin des années 90. Et donc lui, à un moment, il a eu un moment de traversée du désert, et puis il s'est redéfini, il s'est reconstruit sur Internet dans les années 2000. En 2008, il avait publié sur son site de la Fondation Polémia 12 thèses pour un gramscisme technologique. Alors que dit comme ça paraît un peu pompeux, mais c'est l'idée, il encourageait ses ouailles à utiliser Internet
pour créer leur propre site, pour créer leur propre blog et pour contourner justement les médias et puis pour les critiquer également et s'emparer du net parce qu'il avait perçu assez plus tôt que les autres que ça pouvait être un formidable outil de propagande. Alors c'est intéressant parce que cette figure-là et cette cérémonie des Bobards d'or, donc qui récompense, alors c'est intéressant, il dit les meilleurs journalistes qui dispensent des mensonges, par cette fondation et par la figure de Jean-Yves Le Gallou nous permet de faire peut-être le trait de jonction, pas forcément évident, entre une idéologie Front National, nationaliste, et cette critique des médias qui est commune à la blogosphère que vous décrivez. C'est une critique des médias qui pendant longtemps s'est davantage situé sur l'échiquier politique complètement à l'opposé du côté de l'extrême gauche. Qu'est-ce que ça peut signifier justement ce terrain d'entente de cette blogosphère sur la critique du système médiatique ? Déjà, cette cérémonie des Bobards d'or où en fait ils remettent des sortes de statuettes à l'effigie de Pinocchio, elle est là pour récompenser en fait des mensonges. Alors ils essayent de trouver des erreurs qui auraient pu être commises par les médias et puis ils les montent un peu en épingle pour montrer que les médias sont soit corrompus ou soit dispensent de fausses informations. Et cette cérémonie, elle est retransmise sur tous les sites de la fachosphère. Donc ça va de F de Souche à Égalité Réconciliation, en passant par les catholiques traditionnalistes du Rouge et le Noir. Donc c'est l'ensemble de la mouvance qui se retrouve. Et Jean-Yves Le Gallou, aujourd'hui, il se présente un peu comme une sorte d'intellectuel organique hors parti. Alors il aide encore Marine Le Pen, il lui a, avant un débat télévisé face à Manuel Valls, il avait préparé des notes sur l'immigration, et notamment une petite référence à René Cassin qui avait un peu déstabilisé Manuel Valls. Donc il a ce rôle d'intellectuel parce qu'il est énarque, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement productif, c'est quelqu'un qui est capable de fédérer énormément de gens autour de lui, et aujourd'hui il agit en sorte de diplomate de la mouvance. Il met les gens en relation, il présente comment dire, je me rappelle plus comment s'appelle le maire de Béziers, Robert Ménard. Il présente Robert Ménard à des blogueurs et puis quelques temps après, il fonde son propre site qui s'appellera Boulevard Voltaire. Il présente Éric Zemmour à des blogueurs de la mouvance. Donc voilà, il essaye de jouer le rôle de diplomate de la mouvance pour lui donner plus de force et parce qu'il sait qu'en fait cette mouvance, elle est très divisée. Elle a chacun a sa part, comment dire, de bisbille entre les uns et les autres. Et lui, il essaye de les structurer contre les médias. Alors, quand on discute avec lui, on dit imaginons qu'effectivement les médias ont commis des erreurs. Et ils en commettent tous les jours. Ils en commettent tous les jours. Et par exemple, moi, il y a un site qui s'appelle le site de l'OGIM qui avait épinglé un article que j'avais fait que vous pouvez considérer comme assez biaisé. On dit soit, mais est-ce que votre objectif, c'est de corriger le traitement, par exemple, médiatique du Front National pour moins de partialité et pour davantage de neutralité. Et en fait, c'est pas leur but. Leur but, c'est de décrédibiliser les médias et de montrer que de tout simplement surfer sur la défiance des Français vis-à-vis des médias pour mieux adresser leur message, qui est un message politique. Mais est-ce que c'est un trait d'union, c'est-à-dire que parce que c'est une défiance qui est populaire, parce que c'est une défiance qui est massive et qui du coup peut représenter en soi un électorat potentiel, alors c'est ce sujet-là populaire dont s'emparent ces sites pour capter un électorat et ensuite diffuser d'autres idées ? Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Par exemple, quand on voit que le site F de Souche qui entretient de très mauvaises relations, par exemple avec Dieudonné et Soral. Il a pris la défense de Dieudonné lorsqu'il y a eu cette offensive judiciaire orchestrée par Manuel Valls. Il l'a pris parce qu'il dit, le point commun entre eux et moi, c'est que c'est vous les médias qui, entre guillemets, nous enquiquinez à longueur de temps. Sauf qu'en fait, ce ne serait pas ça le cœur de leur pensée, ni le cœur de leur idée, finalement, ni le cœur de leur lutte, puisqu'ils définissent les uns les autres Internet comme un terrain de lutte. Oui. Cette critique des médias ne serait pas finalement la fin des moyens qu'ils se donnent. C'est pas la fin, c'est une manière de créer une forme d'émulation collective entre eux. Et c'est une manière de se regrouper. Parce que effectivement, il y a peu d'événements au sein de cette mouvance. Ils ont du mal à passer la barrière de l'activisme en ligne. Quand on dit on a critiqué les migrants ou les migrants supposés qui auraient orchestré, qui auraient été coupables d'agression sexuelle à Cologne. Une fois qu'on a balancé 2-3 tweets, ils ont du mal à passer et se dire on va faire une manifestation et on va aller plus loin. Ils ont beaucoup de mal parce qu'ils sont extrêmement divisés entre eux. C'est
c'est une kyrielle de chapelles qui ont chacun leur propre lutte, leur propre référence. Ils ont beaucoup de mal justement à s'entendre sur un programme à minima politique. Et donc du coup les médias permettent ça parce qu'ils ont cette hostilité, même peut-être que le mot est un peu fort, mais cette haine vis-à-vis des médias qu'ils accusent d'être responsables de leur déboire juridique. Parce que la plupart de ces plateformes ont quand même connu pas mal de difficultés avec la justice. Et ils accusent aussi les médias d'être responsables du politiquement correct, qui est pour eux la chose horrible, c'est-à-dire de masquer la vérité, de trop se focaliser sur les causes sociales, les causes sociologiques, plutôt que sur les faits. Mais en même temps, ça fait d'eux des objets très glissants. C'est-à-dire qu'en devenant médias eux-mêmes, d'ailleurs parce qu'ils critiquent les médias, mais ils deviennent médias eux-mêmes, ils font d'eux des objets davantage médiatiques ou informationnels que des objets idéologiques, comme s'ils ne permettaient pas de disqualifier derrière des thèses éventuellement racistes, des thèses éventuellement antisionistes, et éventuellement, des thèses qui sont répréhensibles et compris par la loi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ils font d'eux des objets glissants aussi, des objets vrai. difficiles à appréhender en fait. Ouais, c'est une bonne remarque. C'est vrai que ils deviennent eux-mêmes des propres médias et du coup ils s'habillent ou ils se cachent derrière cette appellation pour parfois avoir un message qui n'est pas un message neutre ou un message informationnel, qui est un message de lutte idéologique et parfois pour certains sites des appels à la violence. Donc ça signifie que ce sont éventuellement des forces politiques qui ne se définissent pas comme forces politiques et qui ne sont peut-être pas repérées comme des forces politiques non plus. Oui, bien sûr. Ils se définissent pas comme... Ils savent qu'ils ont un rôle politique, une influence sociologique sur certaines couches de la population qui se sentent marginalisées dans leurs milieux sociaux, professionnels et qui trouvent avec Internet un moyen d'expression. Donc ça, ils se rendent compte de cette puissance qu'ils ont et de cette influence. Mais après, ils se définissent pas comme un mouvement. Et d'ailleurs, la plupart de ces personnalités sont passées par la case politique. Pierre Sautarel a été militant au Front National durant quelques années. Ça n'a pas été le fondateur de la de souche. Alain Soral est lui-même passé par cette case-là. La plupart de ces blogueurs de cette mouvance ont eu un moment la carte, soit au Front National, soit dans à un autre mouvement politique, donc ils savent ce que c'est et ils essayent aussi de dépasser pour plus mener une bataille métapolitique. Alors ils récupèrent la figure de Gramsci. Je suis pas sûr que pour tous ils aient lu Gramsci en intégrale et les carnets de prison, mais je pense que ils voient dans cette figure-là le moyen ou l'idée qu'ils se font d'une bataille culturelle à mener. J'essaye désespérément de chanter avec Michel Polnareff en studio sur cette lettre à France, mais c'est pas gagné avec la voix d'aujourd'hui, David Doucet. Cette lettre à France, une France très ambiguë, en tout cas un lien à la France très ambigu que nous étudions depuis tout à l'heure à travers justement une observation de cette blogosphère. Peut-être revenir sur un site qu'on a évoqué mais dont on n'a pas détaillé le contenu, c'est ogim.fr. De quoi s'agit-il ? C'est un observatoire des journalistes en fait et de l'information médiatique qui a été fondé par un ancien du GRES, c'est-à-dire le groupuscule, enfin un groupement de recherche de la Nouvelle Droite. C'est un groupe métapolitique dans les années 70 et 80 qui a eu une influence à la droite, qui voulait regrouper la droite et l'extrême droite. Aujourd'hui, il s'est reconverti grâce à ce site dont pour lui, l'objectif est d'être une sorte d'Acrimède ou d'arrêt sur image de l'extrême droite. Les deux refusent forcément le comparatif. Mais ce qui est troublant sur ce site, c'est qu'effectivement, il fait pas mal de portraits de journalistes en mettant surtout en avant leur engagement associatif ou politique passé, essayant de mettre en avant également... leurs amitiés et en mettant parfois même en avant également les orientations sexuelles ou politiques de ces journalistes afin de les discréditer et de montrer en fait que tous les journalistes obéissent à des intérêts politiques, ils sont tous affiliés à un parti et
la plupart des gens qui fréquentent, enfin qui voient sur ce site, après un quart d'heure ou 20 minutes quand on fouille un peu dans le détail, on se rend compte qu'effectivement c'est un site qui est marqué idéologiquement, mais souvent ils font aussi des infographies qui sont assez bien montées, et il y a pas mal de gens, parfois j'ai vu même des enseignants en journalisme relayer des infographies de l'OGIM ou même des portraits de journalistes en ignorant la couleur politique du site. Et ce qui est assez troublant, parce qu'effectivement quand on va sur le site, rien ne permet de déterminer, c'est vraiment un habillage très beau, très moderne, avec des infographies, avec énormément de détails, de faits, même les bulletins, pas les bulletins de salaire, mais du moins le montant des salaires. Donc ça permet de s'y perdre. Et c'est vrai que le message est assez ambigu, et ça opère justement cette critique, ça rejoint cette critique de la part des médias au sein de l'extrême droite qui est en train de se professionnaliser. Alors justement, quand vous dites que c'est à s'y perdre, et il y a un flou, y compris un flou graphique, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire en fait, il y a un vrai savoir-faire de ce média Internet, un vrai savoir-faire du langage. Pour en revenir à fdesouche.com, c'est une pratique qui est prendre un événement pour un tout, ou ériger un petit détail pour en faire quelque chose qui serait général. C'est aussi le principe même du racisme. Mais comment est-ce que justement tout ça joue sur des imprécisions de langage, des flous, des glissements sémantiques? Comment cette blogosphère justement joue là-dessus? F de souche, c'est plus par le battage de faits divers, par le fait de compiler jusqu'à plus soif des événements concernant les thèmes de l'immigration, et en accumulant les faits divers, ça donne une image d'une France, enfin une vision anxiogène de la France actuelle, et voilà qu'il y a un véritable vague migratoire qui est en train de nous déborder, et qu'effectivement le premier réflexe à avoir est de voter Front National. Pour le GIM, c'est beaucoup plus flou, et je pense que leur objectif à eux, ce n'est pas de corriger justement les erreurs des médias, c'est véritablement de les disqualifier, de montrer que le système médiatique actuel est totalement défaillant, et qu'il y a très peu de journalistes neutres et impartiaux, et du coup qu'il faut faire confiance à des médias alternatifs. Donc face à ça, c'est difficile d'y répondre. Alors, de répondre à cette défiance médiatique auquel cette fachosphère contribue. Et je pense que pour ça, pour y répondre, je pense qu'il faut revenir à un journalisme à l'anglo-saxonne, où quand on traite du phénomène frontiste, en mettant en avant les faits, rien que les faits, les frais aussi, mais en mettant en avant rien que les faits et en essayant d'avoir une étude assez impartiale pour ne pas prêter le biais à ce genre de critiques et à ce genre de cérémonies comme les Bobards d'Or. Parce que vous avez écrit et notamment développé dans l'histoire du Front National que une forme de lutte contre le Front National ou les idées du Front National sur le plan médiatique s'était avérée complètement contre-productive ces dernières années, pour ne pas dire ces dernières dizaines d'années. Alors ce serait ce journalisme-là, entre guillemets, irréprochable, qui serait une forme de lutte contre la propagation de ces idées-là ? Il n'y a pas de recette miracle, mais je pense qu'on doit s'approcher de cela. Parce que oui, effectivement, lorsque Jean-Marie Le Pen fait sa première émission télévisée en 84 avec l'heure de vérité, c'est véritablement un marginal. Il y a 10 journalistes qui lui tombent dessus de manière assez dure, et il se fait cogner durant 1 heure. Et il s'en sort malgré tout, parce qu'à l'époque, c'est quand même un grand rhéteur. Et à la fin, il y a des premiers sondages qui tombent, et il fait 10% d'intention de vote, et aux européennes, il fera 10%, alors qu'au départ, il est à 2 ou 3%. Et ce qui montre bien que à chaque fois que il y a le sentiment, déjà à la télévision, ça c'est amplifié, mais d'une différenciation médiatique, d'un traitement qui serait biaisé, en fait, ça a un effet contre-productif pour le téléspectateur. Et encore plus à l'époque d'Internet, où à chaque erreur qui est réalisée par des journalistes, même de plan, même de coupe, à chaque fois qu'on veut censurer quelque chose, il y a ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire que c'est amplifié, et ça opère de cette défiance vis-à-vis des médias, et ça donne l'impression que les médias commettent énormément d'erreurs et les cachent, et ne sont pas impartiaux. Mais que reste-t-il de ce domaine de la critique médiatique quand ces fameux médias dominants, comme ils les appellent, qu'il s'agisse de chaînes de radio, de chaînes de télévision, de grands quotidiens ou de grands hebdomadaires nationaux, s'emparent précisément de ces thèmes-là, et parfois jusqu'à la nausée, quasiment au même titre que de fdesouche.com. Si on prend les
sujets contre l'immigration, si on prend, je sais pas, l'inquiétude pour une identité française en péril, si on prend une peur pour des frontières trop heureuses, il me semble que ce sont des sujets qui sont aussi relayés, très très largement relayés à d'autres endroits que desouche.com. Ah oui, bien sûr. Après, alors justement, comment est-ce qu'ils peuvent continuer à porter une critique de ces médias de masse et dominants, alors que finalement, parfois, ils se rejoignent sur ces thèmes-là? Eux, ils n'ont pas l'impression de se rejoindre. Ils ont l'impression que des fois, certains journalistes ouvrent les yeux, mais que globalement, ils n'emploient jamais les bons termes, le terme même de migrant, plutôt que, il faudrait qu'on utilise le terme de réfugiés. Il y a toujours ou l'inverse. Ils discréditent toujours la parole médiatique, même dans les appellations, le choix du vocabulaire, parce qu'ils ont un choix de vocabulaire qui est beaucoup plus radical souvent. Et donc, ils ont l'impression toujours que les médias ont toujours un biais et favorise de toute manière une sorte de compréhension sociologique qu'eux ils refusent. C'est-à-dire que si il y a... Enfin, aux dernières nouvelles, BFM TV ne promue pas exactement une compréhension sociologique des faits, si ? Je sais pas, je vais pas me lancer là-dedans. Mais effectivement, je pense qu'ils ont malgré tout le sentiment que leur voix n'est pas entendue et qu'effectivement il y a le Front National qui arrive à percer au sein des médias, mais que pour atteindre les médias, pour atteindre BFM et les chaînes de télévision, elle a dû atténuer sa parole et qu'elle est beaucoup moins radicale que par le passé. D'où leur nécessité et leur existence. Ils ont l'impression que s'ils ne sont pas là pour rappeler la vulgate des origines, finalement la parole frontiste, la parole de l'extrême droite va se diluer. Et puis de toute façon, s'ils ne continuent pas à dire cela, ils n'existent plus. Oui. Puis je sais pas, je pense que eux ils ont l'impression d'avoir un rôle dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, c'est des gens souvent qui ont vécu une sorte de frustration sociale, de frustration originelle, de ne pas pouvoir se faire entendre, que ce soit dans leur milieu professionnel, dans leur milieu familial, où c'était très dur à un moment de dire moi je vote Front National sans être accusé forcément de racisme. Et ils ont l'impression aujourd'hui que ces sites-là permettent à partir du moment où on se retrouve, qu'on habite à Quimper ou à Reims, retrouver des gens qui partagent les mêmes opinions que vous, la même souffrance sociale, et ils ont permis une libération de la parole. D'ailleurs, sur ce plan, pardon de vous couper, de la libération de la parole ou de donner la parole, on s'est évidemment posé la question. On s'est dit, on va fabriquer une heure de radio sur une blogosphère derrière laquelle se trouvent des personnes. Est-ce qu'il ne serait pas bon de leur passer un coup de téléphone, voire de les convier à la table pour parler ? Vous pensez que c'est quelque chose qui manque, par exemple, à l'émission qu'on a faite aujourd'hui ? Oui, moi je suis toujours pour donner la parole aux gens, parce que j'estime qu'ils sont tout à fait légitimes et qu'ils sont tout à fait légitimes même à nous critiquer, et que on est tous prisonniers d'un environnement culturel. Et j'estime que moi j'essaye de lutter pour tendre vers l'objectivité et la neutralité, mais c'est très difficile. Et effectivement, nous ce qu'on a essayé de faire dans ce livre là qu'on prépare avec Dominique Albertini, c'est de les rencontrer les uns et les autres et de leur donner la parole. Alors bien sûr, ils auront toujours le sentiment d'avoir une lecture qui peut être biaisée de leur motivation, de leur parcours, mais on a essayé véritablement de restituer l'essence même de leur motivation. Et je pense qu'on se grandit toujours à donner la parole. Alors après, ils sont pas toujours évidents à contacter, ils sont pas toujours évidents même à s'approprier à accepter le format qu'il leur est proposé. Et beaucoup refusent des interviews. Donc c'est très difficile à mettre en place, mais je pense que c'est, du moins pour des études universitaires, c'est important. Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.